Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On parle de terrain, beaucoup de développement de ce temps-ci de terrain. On va parler de mindset et d'entrepreneuriat parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et on parle aussi beaucoup de financement. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment spécial, quelqu'un que j'admire beaucoup. En fait, c'est une personne qui le sait pas, mais qui m'a aidé à me lancer dans l'immobilier puis qui fait que je suis là aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter Jacques Lépine. Salut Jacques. Bonjour Samuel. Good. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jacques. C'est vraiment, comme je disais, un honneur. Tu es quelqu'un, c'est ça que tu le sais pas, mais moi, en 2016, j'avais commencé à m'intéresser à l'immobilier. Puis, en fait, je m'intéressais à l'immobilier. Je connaissais zéro l'immobilier. Je ne savais pas vraiment c'était quoi. Dans ma famille, il n'y a personne qui faisait ça. Puis, je m'étais assis à un moment donné pour... j'avais des dettes, puis je voulais me sortir un peu des situations. J'avais une autre situation financière tout autre qu'aujourd'hui. Puis j'ai découvert l'immobilier, un article dans le Journal de Montréal à l'époque, puis je m'étais retourné vers tes livres. Donc, tu as écrit quand même plusieurs ouvrages sur l'immobilier, oui, dont justement le livre là, L'indépendance financière grâce à l'immobilier. C'est un des livres qui a fait que j'ai vraiment adhéré à l'immobilier. Bien, effectivement, c'était un best-seller dès son lancement en 2007. Déjà 17 ans, ça va vite. Hein? Quand même. Et ça l'a lancé en toute humilité. J'ai raconté dans ça la façon que moi j'ai fait de l'immobilier et toutes mes expériences. Et vulgarisé, c'est-à-dire présenté de façon très simple. Ouais. Et c'est encore un best-seller à chaque année. Et il n'y a pas un mois où je vais aux réunions du Club d'investisseurs immobiliers du Québec où quelqu'un vient pour me voir puis merci, M. Lépine, j'ai fait mon premier million avec votre livre. Alors, c'est très flatteur. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ouais. Et je suis heureux que ça t'ait été utile à toi aussi. Absolument. Parce que de 2016 à aujourd'hui, c'est quand même pas si loin. Non, exact, c'est ça. Et en quelques années, tu as réussi à changer complètement ta situation. Ah, complètement. Ouais. Des fois, j'ai le goût de lancer des chiffres, mais disons que c'est une toute autre situation. Bravo, félicitations. C'est ça, puis exact. On écrit des livres, mais le travail, c'est les gens qui le font. Nous, on lance des idées. Et la plupart des livres restent sur les tablettes et les gens, la poussière s'accumule dessus. Ouais, c'est ça. Mais quelques-uns prennent le livre et le lisent, et le relisent. Il y en a qui sont venus me voir avec des post-it dedans puis des notes. Ah oui, hein? Il y en a qui ont obligé d'en racheter un autre parce que la première copie était tellement usée, ils l'ont épluché de A à Z. Alors, le mérite revient aux individus beaucoup plus qu'à celui qui a écrit. Bien, tout ce que tu as fait, c'est que justement, comme tu dis, tu as vulgarisé ce que tu as appris puis ce que tu es dans l'immobilier depuis 1982, est-ce que j'ai compris? 1983. 83. Oui. Bon, l'année de ma naissance. Oui, bon, ça ne me rajeunit pas. Fait 41 ans cette année. Effectivement. Mais, vous savez, les temps ont changé. Souvent, on me pose la question si c'était plus facile dans ce temps-là, aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient plus faciles, il y a des choses qui étaient plus difficiles aussi. Aujourd'hui, on a l'électronique, on a l'Internet qui nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Absolument. Donc, ce côté-là, c'est beaucoup plus facile. Mais dans mon temps, la recherche était vraiment pénible. Ben oui, c'est ça. Hein? Il n'y avait rien d'électronique. Pour aller l'index aux immeubles, il fallait que je me rende au bureau d'enregistrement. Aujourd'hui, le registre foncier. Il fallait fouiller dans les grands livres. Et ça coûtait 5 $ l'heure à ce moment-là, mais c'était long, c'était pénible. OK. Donc, ce côté-là était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. De l'autre côté, le financement était beaucoup plus facile qu'il peut l'être aujourd'hui. Ouais. Les preneurs de décision à l'époque, en toute humilité, en toute simplicité, ils ne connaissaient pas ça. Oui, c'est ça. La majorité ne connaissait pas ça. J'étais beaucoup au mouvement des jardins où on nous envoyait la commission de crédit pour approuver les dossiers. OK. Et je ne veux pas les discréditer, mais c'était vraiment basic. Et mais moi, ça m'a permis de démarrer. Et si tu veux, je compte un petit peu mon histoire. Oui, j'aimerais ça que justement les gens qui ne savent pas, il y a des gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, qui gagneraient énormément de connaître, dont moi qui ne te connaissais pas en 2016. Alors, j'ai commencé... le tout a commencé quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. OK. J'avais acheté une revue qui s'appelait Finance. Et dans ça, il y avait 2 pages. Et c'était une publicité d'un individu qui était parti des valeurs mobilières à l'immobilier. OK. Et le but, c'était en fait de vendre son petit livre, 100 $. Imagine, en 1983. Avant ça, c'était en 1978. OK.
un petit livre, 100 en anglais aux États-Unis. Et ce qui m'avait convaincu, il dit, je t'envoie le livre, envoie-moi un chèque post-daté de 100 $. Si tu ne l'aimes pas, retourne-moi mon livre et je te retourne ton chèque non encaissé. OK. Mais je me suis arrangé pour que le chèque passe parce que le livre n'était pas gros, mais il m'a complètement motivé, il m'a complètement fait découvrir l'investissement immobilier, tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais chemin faisant, j'étais à l'université étudiant, je me marie étudiant, un enfant. On commence dans le rat race. Puis à un moment donné, là, je me suis dit en 1983, ça se termine ici, le rat race. Je ne passerai pas ma vie comme ça. Alors, j'ai sorti mon petit livre et toutes les revues qui venaient avec et j'ai commencé à acheter l'immobilier. OK. Et dans le petit livre, il y a toutes sortes de trucs. C'était pas d'argent, ben, parle-en à quelqu'un. De tes connaissances, peut-être qu'il y aura de l'argent. Je faisais la tenue de livre. Je parle à un de mes clients, je voudrais acheter, j'ai trouvé un immeuble, un 5 logements, mais ça prend 5 000 cash. OK. 5 000, imagine. 5 000. L'immeuble se vendait 55 000 pour un 5 logements. OK. Alors, imagine aujourd'hui le même immeuble. Vois-tu ce que je fais? Ça, c'est à Montréal, ça? C'était à Québec. C'était à Québec, C'est Limoilou. De 55 000, OK. aujourd'hui, ça vaut environ 800 000. Non, à peu près, oui. Alors, regardez bien l'effet de l'immobilier dans le temps. Il faut toujours le considérer. C'est une des recettes du succès. Alors, lui, il ne l'avait pas. Il demande à sa blonde, est-ce que tu aurais 5 000? Elle avait le 5 000. On a acheté l'immeuble à 3, un 5 logements à 3. Elle mettait le 5 000, puis on était à un tiers chacun. OK. Alors, c'est rien, vous allez me dire un tiers de 55 000, mais ça m'a parti. Ça m'a permis de démarrer. Et là, ben, ça m'a super motivé. J'étais toujours rendu à mon bloc. Puis regarder, donner le service à la clientèle. Et chemin faisant, ben là, je me suis mis à chercher des immeubles, puis à chercher. Fait qu'avec lui, j'en ai acheté 4. OK. Après ça, il est devenu en mauvaise situation financière. Fait que j'ai racheté sa participation. Et là, le milieu, c'est un petit village, Québec, quand même, à ce moment-là, encore aujourd'hui. C'est un gros village. Ça grossit un peu, là. Ça a grossi un peu. Et là, tout le monde savait que je voulais acheter des immeubles. Fait que là, on m'envoyait des immeubles, incluant des institutions financières, entre autres Desjardins. OK. Parce qu'on était dans un moment, en 1984, où le taux d'intérêt montait à 24 Ouais. Alors, 24 la valeur des immeubles ne valait pas grand-chose. Donc, les institutions financières en ont repris beaucoup. Ils me les proposaient, ils me les finançaient. OK. Alors, moi, j'achetais tout. J'achetais tout OK. dans mon ignorance. Et mes amis me disaient, tu vas péter la gueule. Là, je disais, regarde-moi dans les yeux, là. J'ai 0. Si j'ai 0, qu'est-ce que je vais perdre? Oui, c'est ça. Je n'avais rien à perdre. Tu ne peux pas perdre quand tu n'as rien. Tu sais. Alors, dans ma naïveté, j'ai vu juste parce que un an plus tard, le taux d'intérêt a baissé de 24 à 8 OK, quand même. Donc, tous les immeubles que j'avais acheté une bonne douzaine dans cette période-là, ont triplé de valeur. Aïe, aïe. Alors, ça a triplé de valeur. J'ai refinancé et là, j'étais parti. J'avais du cash. C'est sûr. J'avais du cash, j'avais du comptant pour acheter d'autres immeubles. Et c'est ça ce qui a été le début de mon histoire. Puis à un moment donné, j'ai continué. J'ai acheté jusqu'à 1000 logements à un moment donné. Ah oui, quand même. Alors, j'avais une équipe de gestion. Et ce que j'ai trouvé difficile dans ça, c'est que je viens d'une famille très humble, d'un milieu très humble. Et lorsque tu commences à faire de l'argent, ben, tu ne veux pas te vanter, mais tu es content de partager tes amis. Oui, absolument. C'est pas du tout la réception que j'ai eue. Okay? Je suis passé pour un vantard, puis toi, on sait bien, les piennes, puis ton père était là avant toi. Toutes sortes d'histoires abracadabrantes. C'est ça. Et j'ai trouvé ça difficile, un peu, cette isolation. Et en 2001, j'ai décidé de fonder le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Exact. Une des raisons, c'était pour être capable de m'exprimer, non pas me vanter, mais que mes expériences puissent aider quelqu'un d'autre. Ah oui, ben oui. Et j'ai visé juste parce que ça n'existait pas du tout au Québec à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a une multitude. Il y en a une couple. Ça n'existait pas. Et j'ai commencé et je payais pour que les gens m'écoutent parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui venait. OK. Alors, je payais la salle. OK. Mais je croyais tellement mon affaire et que là, ça se disait d'un à l'autre. J'avais commencé à donner des cours. Le cours, ça a fait fortune avec l'immobilier. Oui. Et là aussi, j'ai visé juste. Là, je suis tombé dans une bonne période. Et là, les cours, c'était plein. 40, 50, 60, 100 personnes venaient à chaque cours. Et là, ils devenaient membres automatiquement du club. Fait que le club montait. À ce moment-là, j'ai offert un deuxième cours, puis un troisième. Parce qu'aujourd'hui, le club, il y a quoi, 33 000 membres, j'avais vu à peu près? Bon, il y a rendu 35 000. 35 000, c'est ça. Amis Facebook. Et tous les compétiteurs qui sont issus du club pour la majorité. Oh, absolument. Alors, je suis très fier de ça parce que j'ai aidé beaucoup de gens. Absolument. Ça partait d'un principe de Napoleon Hill qui disait, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », plus tu vas aider de gens réussir, plus tu vas réussir toi-même.
C'est effectivement vrai parce que j'ai tellement aidé de gens à réussir dans l'immobilier grâce au club d'investisseurs immobiliers que ça m'a permis de réussir encore plus parce que ces gens-là payaient pour poursuivre mes cours. Ben oui. Donc, j'aidais et on me repayait en échange. C'est ça. Puis toi, tu avais la liquidité pour faire d'autres projets. Ou, Ben oui. J'ai enseigné à peu près à environ 25 000 personnes comment faire de l'argent en immobilier. Ah oui, hein? Fait que quelqu'un qui calcule vite. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup d'argent aussi. C'est sûr. À différents cours de soit 3 heures, 4 heures ou jusqu'au coaching et mentorat de 10 heures. Oui. 10 mois de 6 heures. Alors, en fait, c'est que ça l'a aidé. Puis ce que j'ai essayé de transmettre aux gens, c'est l'importance du mental en affaires. OK. Tu as beau avoir toutes les connaissances possibles et imaginables, mais si tu n'as pas le mental, tu ne réussiras pas. Ou très peu de chances de réussir, sauf par hasard. Ça, mais la majorité du monde travaille à l'inverse. On a des connaissances, Mm-hmm. mais ils ne se soucient pas du mental. OK. Et la première chose qu'ils savent, c'est qu'ils ne réussissent pas non plus. Ben oui, ils passent par l'action. Ils ne passent pas de la bonne façon à l'action. Tu sais, OK. il y a un livre que je recommande à tout le monde de lire, ça s'appelle « Le mythe entrepreneurial ». Le mythe entrepreneurial, OK. Oui, de Michael Gerber. OK. Et lui, il parle il y a toujours 3 individus. Tu as le technicien, Mm-hmm. tu as le gestionnaire et tu as le visionnaire. OK. Et chacun a besoin des 2 autres. Le technicien a besoin du gestionnaire et du visionnaire. Mm-hmm. Le gestionnaire a besoin du technicien et du visionnaire. Ouais. Et le visionnaire a besoin du technicien et du gestionnaire. C'est ça, parce que sinon, il ne se passe rien si tu n'as pas les trois. Rien, ça prend les 3. C'est ça. Sauf que la majorité du monde, qui n'ont pas le mindset nécessaire, OK. ils sont techniciens pour la plupart. On est tous techniciens au départ et on veut se lancer en affaires. Pensant, ne sachant pas que ça prend un gestionnaire et un visionnaire. Mm-hmm. On pense qu'on a les 3 et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas les 3. La majorité, on est technicien et on s'embarque dans quelque chose qu'on n'a pas les connaissances pour, ou les qualifications, ou la capacité mentale pour. Ben, je dis souvent, les gens qui vont le plus loin, souvent, c'est ceux qui s'entourent bien. Donc, ils connaissent leurs forces puis leurs faiblesses, finalement. Exact. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses et s'entourer des personnes qui sont supérieures à nous dans bien des points. Exact, c'est ça. Pour devenir le visionnaire qui va lancer des projets, mais avec une équipe en arrière. Mais attention, ce n'est pas donné à tout le monde d'être visionnaire. Okay? OK. La majorité, on est technicien, peut-être un peu gestionnaire, mais le visionnaire est réservé à, je ne dirais pas un club select, mais une petite partie de gens. Parce qu'on ne développe pas ces points-là dans notre jeunesse, à partir de notre enfance, de notre éducation. Mm-hmm. Surtout au Québec, on avait beaucoup la mentalité ouvrière. Ben oui. C'était pas fait pour nous autres, l'argent c'était sale, l'argent c'était pas propre. C'est ça. Et ça persiste encore aujourd'hui. Alors, moi je dis aux gens qui nous écoutent, là, travaillez votre mental, c'est extrêmement important, parce que sans le mental, vous minimisez vos chances de réussir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu es rendu en Floride, parce que là-bas, c'est mieux. Au niveau du mental. C'est surtout l'hiver. Mais le mental, le thinking est différent là-bas. Mais... C'est vrai, moi, j'ai remarqué, là. Je suis allé là une fois, puis j'ai aimé la mentalité. Oui, c'est différent. Mais par contre, il faut faire attention. Quand on va en Floride en touriste, on va juste ce qu'il y a de beau. Mais quand tu passes un peu de temps là, la population floridienne de base en arrache. Ah oui, hein? C'est très difficile. OK. Ils ont tous 2 ou 3 jobs pour arriver. OK, quand même. Alors, quand on va là en touriste, tout a l'air beau, il y a des gros édifices, et c'est une concentration mondiale de grosses fortunes. Mais le résident lui-même de la Floride, c'est pas si facile que ça. OK. Et nous, le Québécois, pour réussir, on doit travailler fort, plus fort que la moyenne. Okay? On est une petite population, 8 millions, un petit pays, Exact. concentré Québec, Montréal, Québec. Québec. OK? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Non. Donc, il faut réussir. Je prends souvent l'exemple des artistes. Ils doivent se renouveler rapidement parce que c'est pas long qu'ils font le tour. 2 ans, ils sont obligés de refaire un spectacle. Très rares vont offrir plus que 2 ans. C'est vrai, hein? Un spectacle de tournée, c'est 2 ans, d'habitude. Un même artiste en France, il va faire 10 ans avec la même tournée. Ah oui? OK. Et donc, ça prend moins de créativité. Et la même chose pour les affaires. Nous, on est habitués de créer. Okay? On est habitués de lutter. Fait que quand on arrive dans un territoire comme la Floride aux États-Unis, avec le training qu'on a de base, nous, c'est un succès assuré. OK. Parce qu'on est habitué de travailler tout le temps et de se renouveler, tandis que là-bas, ils sont 325 millions, 350 millions qui parlent la même langue. C'est vrai. Ici, on est 8 millions qui parlent français. Bien, supposé de parler français, il y en a peut-être 6 millions qui parlent français, puis d'autres. Puis il y a beaucoup d'anglophones quand même, là, effectivement. Alors, là-dessus, on a une force pour aller à l'étranger. Le seul obstacle, c'est toujours la langue.
Alors, on ne nous apprend pas l'anglais assez vite. Eh non, c'est ça. L'anglais le plus rapidement possible. Moi, je suis rendu à 75 ans. Et je parle l'anglais à la voix comme je te pousse. Je me débrouille. OK. Mais c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Oui. Mais, moi, je suis chanceux. Ma conjointe est anglophone, donc j'ai appris l'anglais dans les 4 dernières années. Je suis rendu parfait bilingue. Parfait, ça. Excellent. Oui. Ça, c'est vrai. J'avais une barrière de langue. Puis dans mon travail, même avec l'immobilier, tu disais au Québec, on est beaucoup de francophones, mais dans l'immobilier, il y a beaucoup d'anglophones. Oui. Ben, dans les affaires aussi, exact. J'arrive de faire une formation en Martinique et je faisais le parallèle entre le Québec des années 60 et eux où ils sont rendus aujourd'hui. Le thème, c'était de « achetons chez nous ». Alors, je disais, écoutez, il y a une évolution dans la vie. Nous autres, dans les années 60, ici, il y a eu la Révolution tranquille, où avant ces années-là, le peuple québécois, c'était un peuple ouvrier. Les emplois de l'autre direction, ça venait de l'histoire avant, où les anglophones envoyaient des hommes d'affaires ici pour partir des entreprises, et le peuple québécois était le peuple ouvrier qui venait des premiers colons que les Français nous envoyaient ici. Et il y a du bois, il y a de l'eau, il y a des animaux, arrangez-vous. C'est ça. Et lorsqu'il y a eu la conquête, les anglophones ils ont envoyé leurs hommes d'affaires qui avaient déjà une fortune pour partir des entreprises. Je ne nommerai pas de nom, mais il y en a plein. Pour ne pas nommer la famille Molson et compagnie. Oui, exactement, c'est ça. Alors, il y en a plein comme ça au Québec. Donc, le peuple québécois était un peuple ouvrier. Et tout ce qu'on avait comme éducation, c'était de mettre quelques sous à la caisse populaire. Quand j'étais à l'école, on venait nous voir avec des petits livrets, puis on mettait des sous, puis c'était très raciste parce qu'on avait des petits Chinois, puis on pouvait dessiner un petit Chinois à chaque sou qu'on déposait. C'est des jardins, ça. Ben voyons donc. Wow, quelle histoire. Aujourd'hui, les Chinois nous dépensent. Oui, c'est ça. Mais alors, c'était la seule épargne qu'on avait. Dans les années 70, je me souviens plus de son prénom, en tout cas, il a commencé à nous initier à l'investissement boursier. Donc, on a vu qu'il existait autre chose que les comptes d'épargne à la banque. Donc, on était un peuple ouvrier qui a commencé à s'instruire, de sorte qu'aujourd'hui, on est tellement instruit qu'on ne veut plus travailler manuellement, on est obligé d'amener du monde de l'extérieur. Ah oui, sensiblement. Oui. La main-d'œuvre, elle vient plus du Québec, bien. Alors, il y a une évolution. Je faisais le parallèle entre le Québec des années 60 et eux, actuellement. Fait que découragez-vous pas, on a vécu ça, et vous autres, allez vivre la même évolution, et vous avez le droit. Vous avez le droit de réussir comme n'importe qui. Alors, c'est un travail mental que je fais sur ce peuple-là. Ça fait 8 ans que j'y vais à chaque année. Et ils aiment ça quand j'y vais parce que je leur dis des choses qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. C'est un peuple esclave à la base. L'esclavage a été aboli. Mais tu vois qu'ils l'ont peut-être encore un peu dans les gènes. Bien, sûrement. Ça prend des années avant de sortir ça. Dans leur mentalité, c'est eux autres acheter une auto. Une auto. Ça, c'est le summum. Quand tu achètes une auto, t'es quelqu'un, mettons. Oui. Je leur dis que tu vas acheter autre chose qu'une auto. C'est de l'évolution, c'est du travail mental à faire sur tous ces gens-là. Puis ici encore, il y en a beaucoup à faire. Je donne l'exemple de la Martinique. On a encore beaucoup, beaucoup à faire ici. Sauf que ce que j'ai fait depuis les 22 dernières années, de l'éducation à haut volume, sous forme de séminaires rapides, ça l'a éveillé beaucoup de gens. De sorte qu'aujourd'hui, il y a très peu de transactions qui se font et que ce ne sont pas des gens qui ont suivi un de nos cours, à moi ou de la compétition. Oui, donc, c'est ça. On a stimulé le marché. Beaucoup, je te dirais. Beaucoup Honnêtement, le marché, de sorte mon Dieu, oui. Je pense qu'on peut s'attribuer une partie du succès immobilier à tout ce qu'on a fait depuis les 22 dernières années. Oui, la création de valeur, parce que ça a créé de la valeur dans le marché. Là. Oui. Beaucoup. Là. C'est ça. Alors, ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que moi, je suis de famille très humble et j'ai cru en moi. Ma mère me disait, on est né pour un petit pain, mon garçon. À un moment donné, j'ai dit, maman, arrête de me dire ça, s'il te plaît. C'est pas fait pour moi. Okay? Si tu veux garder du petit pain jusqu'à ta mort, c'est parfait, je vais respecter, mais moi, je veux du gros pain. Ben oui. Gros pain de ménage, là. C'est ça. Wow, mais ça, là, cette phrase-là, mon Dieu, né pour un petit pain, ça vient du Québec, c'est sûr, cette phrase-là. Ça vient pas d'ailleurs. Ça vient du Québec. Alors, on peut se sortir de ça. J'ai toujours travaillé mon mental et on n'y pense pas, mais le mental a besoin d'être entraîné autant que quelqu'un. On va au gym, plein de monde qui va au gym, mais on ne fait pas d'exercice pour entraîner son mental, pour contrôler ses stress, pour faire de la méditation, relaxer. C'est toutes des choses encore plus faciles qu'aller au gym. Ah oui? Mais c'est comme si on disait, ça n'existe pas, ça se fait tout seul. C'est pas apparent, peut-être. C'est moins apparent. C'est ça.
Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a toujours dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est vrai. Oui, absolument. Puis qu'est-ce que t'as-tu des gens qui t'ont aidé à travailler ton mental avec les années? C'est mes lectures. Toutes les formations que j'ai suivies. C'est principalement aux États-Unis, avec mon dictionnaire. Je parlais très peu anglais. Oui, c'est ça. Alors, je cherche. C'est fascinant que tu parlais pas beaucoup anglais, puis tu vas aux États-Unis, t'as formé, aller chercher... Oui. Je comprenais l'anglais à peu près à 40 %. Quand même, là. 40 puis dire... J'en beaucoup. Quand on était un groupe, après, j'avais toujours la tête basse parce que je ne voulais pas qu'ils me posent des questions. Oui, je c'est n'étais ça. pas sûr de comprendre la question. C'est clair. Mais en bout de ligne, j'ai persisté. Puis j'achetais leurs cours, j'achetais leurs livres, puis avec le dictionnaire. Puis tu traduisais de ton dictionnaire, tu traduisais les cours. Oui. Fait que le club, tu t'es inspiré aussi, c'est ça, tu t'es inspiré des États-Unis. Ah oui, définitivement. Que toutes mes formations viennent des États-Unis. Et 100 du club, je l'ai imaginé adapté au Québec. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, il faut comprendre que les lois fiscales aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est des marchés aussi différents. Les façons d'attirer le monde sont différentes aussi. OK, oui. Ici, il faut être un petit peu plus en bon père de famille. Tandis qu'aux États-Unis, c'est le gros show éclatant. Si on prend Grant Cardone, exact. C'est un show éclatant. Mais tu n'amènes pas ça de cette façon-là au Québec, ça ne marche pas. Pareil. Ici, là-bas ils t'appellent. As-tu des cartes de crédit? Oui. Quelles sont les limites? Combien est-ce que tu as de cartes? Là, ils savent combien de potentiel. Puis là, le prix du cours augmente. Fais ça ici, tu vas te faire bombarder. Tabarouette, oui. Non, c'est sûr, ça ne marchera pas. Ici, c'est le contraire. Il faut aller en vendre ça. Il faut installer un niveau de confiance. Et après ça, les gens prennent tes cours. Mais moi, je ne vendais pas les cours. Je les offrais. OK. Et je n'insistais pas. Alors, mais quand j'ai sorti le premier livre, c'est sûr que ça allait attirer du monde. Quand j'ai... c'est-à-dire que mon premier livre, j'avais commencé le coaching et mentorat. OK. Quand le livre est sorti, ça a rempli mes cours de coaching. Du monde que je n'ai jamais vu nulle part, qui n'était jamais venu à aucun cours, aucune réunion mensuelle. Ça s'inscrivait direct au coaching et mentorat. Ah, ouais, hein? Donc, ça a répondu à un besoin. Puis ça répond toujours aux besoins parce que le livre est toujours best-seller. Il est toujours best-seller, effectivement. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça, il y a l'Internet qui a amené... Parce qu'à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas un Internet comme on vit aujourd'hui, là. Mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est que l'immobilier, c'est une business de financement. Oui, ça c'est vrai. Tu n'as pas de financement, tu n'as pas d'immeuble. Alors, c'est important de bien connaître les règles de financement. Il y a un système de pointage qui existe subconsciemment. C'est quelqu'un qui m'arrive là, pour me demander un prêt. Ouais. Aujourd'hui, je fais du financement hypothécaire. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que tu fais du financement hypothécaire. Quelqu'un qui vient me voir me demander qu'est-ce que j'ai de besoin. Ouais. Il vient de perdre des points. Parce que quand tu t'en vas pour demander de l'argent à un banquier, que ce soit une banque ou à nous, tu es supposé normalement de savoir qu'est-ce que le banquier a de besoin. Ben oui. Okay? Alors, si tu viens me demander, me faire perdre mon temps, puis que je te donne une liste de ce que tu as de besoin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Tu n'es pas compétent, tu n'es pas connaissant. Fait que tu sens ça arriver rapidement. Quelqu'un qui vient te voir, tu Au vas départ, quand tu fais du prêt, il y a un niveau de confiance qui doit s'établir. Tu as beau avoir le meilleur immeuble en garantie, si l'individu n'est pas bon, tu ne prêteras pas. Exact. Parce que tu sais que tu vas reprendre l'immeuble, puis nous, ce n'est pas notre but. Non. Alors, il faut installer le niveau de confiance, puis plus les gens vont montrer leurs compétences, leurs connaissances, plus ils augmentent dans le système de pointage pour accorder un prêt ou non. Oui. Pour les garanties. Mais juste les garanties ne sont pas suffisantes. Oui, c'est ça, parce qu'en affaires, on fait affaire avec des gens, là. Quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, n'importe quoi que tu vas investir, tu investis aussi dans des gens, puis si la personne n'est pas qualifiée ou elle n'a pas un bon historique... Il y a toujours un risque à faire un prêt, hein? Même si tu prends une hypothèque en garantie. Oui. Dans quel état il va laisser l'immeuble? Surtout, nous, on fait du prêt optimisation. Ouais. Donc, l'immeuble a besoin de beaucoup d'amour. S'il ne donne pas l'amour qu'il a de besoin, c'est-à-dire faire des rénovations dont il a de besoin, je peux me ramasser qu'un éléphant blanc parce que moi, j'ai risqué de l'argent. Ben, surtout que c'est ça, quelqu'un qui dit je vais stripper l'immeuble, mais là, tu vas le déprécier sa valeur en partant. Oui. Donc là, s'il n'y a pas d'expérience, puis tu finis, comme tu dis, là, avec des murs pas finis. Hein. C'est ça. Alors, quand on fait du financement, on regarde toujours la valeur future. Quelle est la porte de sortie? La porte de sortie étant soit le refinancement ou soit la vente. Fait qu'il faut qu'on s'assure le plus possible au moment où on accorde le prêt, qu'il y a une bonne porte de sortie dans un court laps de temps. Et souvent, en tout cas, tant que nous autres, on capitalise les intérêts. C'est-à-dire qu'on transforme ça en prêt ballon.
pour que la personne, le temps qu'il fasse son optimisation, il n'ait pas à se courir après la queue, comme on dit. Ben oui, c'est ça, parce que c'est déjà un stress. Pour qu'il ait les liquidités nécessaires pour focusser sur son projet, pour le réaliser le plus rapidement possible, pour refinancer et se débarrasser de nous autres. Absolument. Parce qu'on sait très bien que le prêt privé est beaucoup plus cher en termes de pourcentage. Mais plus tu vas te débarrasser vite du prêteur privé, moins c'est cher, en argent absolu. Ah oui, okay. Définitivement. Alors, il ne faut pas juste s'arrêter au taux d'intérêt, il faut s'arrêter au montant d'argent absolu que tu auras à débourser. Ça, je l'entends tout le temps. Quelqu'un me dit « Ah, t'as-tu un prêteur privé? Combien il charge? » Oui, mais attends un peu, là. C'est pas juste une question de combien il charge, là. Parce que ça, c'est... Ben oui. C'est toi. Es-tu prêt à le faire, le projet? Ben, c'est ça. Si tu n'es pas prêt à le faire, le projet... Si tu... Ouais, c'est ça. Si ta première question, c'est combien tu charges, ben, ça veut dire que tu n'as peut-être pas confiance en ton projet parce que tu penses que les intérêts vont être trop élevés puis tu ne seras pas capable de sortir de là, tu sais. Ben, c'est ça. Dans nos analyses, on dit, nous autres, à tous les emprunteurs, c'est dangereux à travailler avec nous autres là, si tu ne fais pas ton travail adéquatement et rapidement. Absolument. Alors, on s'assure que ces choses-là sont là avant de débourser l'argent. Ça m'amène à un volet, tu sais, le prêt privé au Québec, ça a eu le temps, probablement on le sait que ça a eu mauvaise presse pendant longtemps, ou même ça l'a encore parfois, tu sais. Puis là, récemment, je pense que tu as parti à une association. Oui. On va avoir justement la semaine prochaine, vendredi prochain, notre premier dîner d'organisation. C'est l'Association des prêteurs hypothécaires privés du Québec. OK. Super. Et le but, c'est de standardiser un peu la pratique. Ben oui. OK. D'émettre un code d'éthique et de travailler dans un respect entre un et l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se partager des prêts, mais exemple, le prêt, l'emprunteur va appartenir à moi. Si je te le réfère, parce que je n'ai pas de liquidité, s'il veut avoir un prêt puis il te passe directement par toi après, ben, l'éthique dit que non, va voir Jacques avant. Puis si Jacques veut a les liquidités, tu vas avoir ça par lui. Sinon, là, je pourrais le prendre. Okay. Installer un code d'éthique, des façons de faire, des formations sur la fiscalité, des analyses de dossiers. Et aussi, principalement, pour contrer un peu l'AMF qui s'en vient avec une réglementation très stricte avec les prêteurs privés. Alors, eux autres, ils veulent protéger la loi du courtage hypothécaire. Oui. Et la loi du courtage immobilier. Alors, il faut qu'on s'oppose à ce qu'ils veulent faire là, parce qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues sur des choses nous, on considère que c'est pas... Okay. Si je te contacte, toi, pour partager un prêt, les autres, ils disent que je fais du courtage hypothécaire. OK. Alors, moi, je suis un prêteur privé, toi, tu es un prêteur privé, on se connaît. Est-ce que tu accepterais de partager le risque avec moi, faire du pari passu? Oui, exact. Alors, pour moi, ce n'est pas du courtage. Donc, c'est des genres de choses on va payer un lobbyiste pour faire des représentations auprès de l'AMF. OK. Ne pas qu'il passe la réglementation sans que personne ne s'oppose. C'est ça. Alors, ça, c'est pour protéger l'industrie et travailler de façon uniforme et avoir une liste de bons prêteurs puis de ceux qui ne sont pas membres chez nous. Bien, c'est sûr que là, c'est ça. Donc, ça va amener, comme tu dis, une uniformité. Les gens, le prêt privé va être reconnu de façon plus éthique. Bien, de plus en plus, il y avait un article dans la presse, il y a peut-être un mois, disant que de plus en plus les gens utilisaient les prêteurs privés au détriment des banques. Bien, là, c'est sûr que dans les dernières années, on l'a fait allègrement, là, effectivement. Oui, c'est ça. Parce que c'est enseigné au club. Le marché évolue, à tout point de vue. Le marché immobilier évolue, le marché financier évolue. Alors, des façons de faire. L'immigration qui rentre en ligne de compte. Là, on a une pénurie du logement et les gouvernements ne se parlent même pas, ne s'entendent pas. Et on reçoit du monde à pleine porte. On n'a pas l'infrastructure, on n'a pas les logements pour. Absolument. 200 000 l'année passée qui sont arrivés. Ça crée des crises. Ça va pousser le système. Là, il n'y a pas assez de construction, mais c'est sûr qu'il y a un boom qui s'en vient. C'est sûr et certain, on ne pourra pas passer à côté. Il y a des élections qui s'en viennent, on le voit très bien. Là, on commence à délier les cordons des bourses qu'on n'a pas, qu'on va les rechercher dans nos poches. Mais il reste que... Oui, effectivement. Ça fait partie de l'évolution. Et il va falloir qu'ils se construisent. Puis le Canada, on est dans une situation privilégiée par rapport au reste du monde parce qu'on a une grande, grande superficie. Hein. Très grande superficie. On est le deuxième pays en superficie au monde. Et on n'occupe qu'une petite bande du terrain dans le bas. Et tout ça pour représenter, on est rendu à 40 millions. Alors, l'objectif du gouvernement, il semblerait, ce serait 100 millions. OK. D'ici l'an 2100. OK. Donc, ça peut sembler loin, mais c'est pas si loin que ça. Ça fait 75 ans pour augmenter la population de 60 millions de plus. Mais l'immigration, nous autres, le peuple canadien, de base, on a arrêté de se reproduire. Oui, absolument. Un demi-enfant par famille. Oui.
alors que les immigrants continuent à se reproduire. Fait que la population risque d'augmenter beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense statistiquement parlant. Et ça va prendre des logements. Les logements actuels, la vocation va changer. Nous, on était habitués avec des 2 chambres à coucher, 1000 pieds carrés. Ouais. Là, ça va tomber à 800, puis à 700, puis des 1 chambre, puis des... C'est déjà ça. Là. À Laval, là, en ce moment, qu'est-ce qui se construit, les tours, là? En 1000 pieds carrés, c'est très grand. C'est très, très grand. Mm-hmm. Et alors, les superficies vont rapetisser. Et attendez-vous aussi à ce qu'on ait, à un moment donné, des cuisines communes, puis 2, 3 familles qui vont vivre dans les mêmes appartements. Oui, oui, oui. Ce qu'on voit dans les autres pays, mais nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, préparez-vous, ça s'en vient. Oui, ça va changer le visage pas mal du Québec. Ça, c'est sûr. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'immobilier, c'est une entreprise. Oui. À même titre que n'importe quelle autre catégorie d'entreprise. Tu as des revenus, tu as des dépenses d'opération, tu as des dépenses de financement pour essayer de chercher le profit le plus possible. Oui. Alors, les gens, la majorité du monde, c'est j'achète un bloc, puis je vais attendre. Les locataires, dérangez-moi pas. Oui, c'est ça. C'est complètement faux. Il faut que tu offres un service après-vente. Tu as une entreprise. Et plus tu vas donner un bon service après-vente, plus ta clientèle va être satisfaite. Oui. Plus elle va faire du repeat business. Ils vont répéter. Répéter, c'est-à-dire qu'ils vont rester chez vous encore plus longtemps. Exactement. Et l'immobilier, on te signe un contrat. Pourquoi je vais faire affaire chez vous pendant 12 mois. OK? Par écrit. Oui. Est-ce que ça mérite une certaine considération? Ben oui, c'est ça. Le service à la clientèle. Le service à la clientèle. On le voit de plus en plus. En tout cas, dans les nouveaux projets là, que je vois, là, tout ce qui se construit, mettons, depuis une couple d'années, là, c'est très axé sur le locataire. Ben, tu n'as pas le choix. C'est lui qui t'apporte le revenu. Ben oui. Il donne lui un minimum. Il y a des mauvais locataires, mais il y a des mauvais propriétaires aussi. Absolument. Okay? Alors, pourquoi il y a une régie du logement? C'est qu'il y a eu beaucoup de mauvais propriétaires aussi. Là, le tribunal administratif du logement est peut-être un peu pro-locataire, mais il y a une cause à ça. Il y a une raison pour que ça en est venu là. C'est qu'il y a eu certains propriétaires qui ont abusé. Et là, on est peut-être à l'inverse. Peu importe, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Mais tout ça pour vous dire que si tu donnes un bon service à la clientèle, moi, j'ai eu des milliers de locataires, des milliers. Là. Et j'ai été 3 fois à la régie du logement dans toute ma vie. Oh mon Dieu, OK. Okay? Parce que je négocie avec mes locataires. Je n'ai pas de temps à perdre à la régie du logement que je sais d'avance à peu près le jugement qu'ils vont me rendre. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je préférais négocier avec mes locataires. Il y en a que j'ai payé pour qu'ils s'en aillent de chez nous. Je payais le déménagement, je payais la facture d'électricité pour changer, le câble et tout. Puis c'est correct, là. Je déménageais. Ben, c'est ça. Alors, moi, j'ai toujours dit, un logement vide est toujours mieux qu'un logement mal loué. Ah ouais, je dis ça. C'est toi qui moi, je dis tout le temps ça, moi aussi. J'ai eu un logement vacant l'autre fois 2 mois, puis j'étais bien correct avec ça. Il avait été mal loué la fois d'avant, puis j'étais comme, c'est quoi? Un logement mal loué, ça nuit à ta réputation, ça nuit à ton immeuble, ça nuit aux autres locataires. Ah ouais. Alors, quand c'est bien loué, moi, j'ai un immeuble que j'avais à Québec, je vais toujours m'en souvenir de ma vie, c'était un petit 4 logements. Je n'ai jamais mis une annonce, parce que le locataire m'appelait, donc je vais m'en aller, M. Lépine, mais j'ai un locataire pour vous. OK. Alors, on me trouvait les locataires. Ah ouais. Donc, je n'ai jamais eu à mettre un sou. Une annonce pour la publicité. C'était toujours loué. Puis pourtant, il y a eu des époques, le taux de vacances était complètement différent. Aujourd'hui, le taux de vacances est à 0% quasiment. Wow. Mais tu as vécu des époques où c'était pas évident de louer, d'après moi. Là. Non, c'était plus. Écoute, quand j'étais à Québec à ce moment-là, qu'on a commencé à construire le secteur Le Bourgneuf, de l'autre côté du boulevard de la Capitale. Et là, on offrait des mois de loyer gratuits, 6 mois de loyer gratuits sur des baux de 2 ans. Ah, mon Dieu. Là, ça prenait le monde de mon bord, puis ça en allait de l'autre bord. Hey, c'est une autre époque. Tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu as dit, l'immobilier, c'est une business. Je pense que des fois, effectivement, il y a des gens qui oublient ça. Puis tu as dit quelque chose l'autre fois au club, à la soirée mensuelle, puis qui m'a frappé. Ça va peut-être un peu en lien avec les dernières années où ce que le monde achetait rapidement, puis que, tu sais, let's go, on achète. Mais ça prend du cash flow. Puis tu disais tout le temps, on dirait que les gens oublient ça. Ils achètent, mais à un moment donné, c'est parce que quand tu achètes, tu as une taxe de bienvenue. Faut que tu payes tes taxes. Tu as comme une espèce de roulement qui arrive vite. Là. Oui. Écoute, moi, avec mon 40 ans d'expérience, c'est sûr que j'en ai vu de toutes les couleurs. Je suis capable de voir à l'avance ceux qui vont se péter la gueule. Ouais, c'est ça. Des acheteurs motivés. On parle souvent qu'on cherche des vendeurs motivés. Oui, mais il y a des acheteurs motivés. Il y en a qui deviennent des acheteurs motivés, que leur seul but, c'est d'acheter. Alors, ils achètent, mais ils ne font pas la bonne gestion. Ils achètent, ils ne font pas la bonne gestion. Et là, ils se ramassent avec une crise de cash flow épouvantable parce qu'ils n'ont pas, en achetant, et ne faisant pas la location de façon appropriée, un gros taux de vacances, un gros taux d'insatisfaction,
Donc, Ouais, automatiquement, tu as un problème de cash flow. En plus, que la mode d'acquisition, bien, comme tu viens de dire, il y a des droits de mutation, il y a des frais de notaire, Oui, il y a c'est ça. des dépenses initiales. Alors, ce que j'ai dit au club, c'est que ça ne donne rien d'avoir 100 millions d'avoir net si tu n'as pas une scène de cash flow. Tu ne vaux rien. Absolument. Oui, c'est ça que tu avais dit. Ouais. Tu ne vaux rien. Si tu n'as pas les liquidités, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu n'as pas dire j'ai un bilan d'avoir net de 100 millions, mais si tu n'as pas les liquidités pour les banques, ils vont dire ça ne vaut rien, donc 100 millions. Non, c'est ça. Tu ne même pas capable d'emprunter dessus, de refinancer. Alors là, il y en a une gang actuellement avec les taux d'intérêt où on arrive à la grosse période de refinancement. Ouais. De ceux qui avaient financé il y a 3 ou 5 ans. Ça se passe cette année. Mm-hmm. Et les autres ont des gros, gros problèmes parce que ça prend beaucoup de financement. Les banques sont très prudentes. Oui, très, très, très prudentes. Utiliser de mauvais termes. Les banques sont très prudentes et ça prend une éternité à sortir après. C'est fou en ce moment, là. Écoute, moi, j'ai un dossier avec mon épouse, un dossier impeccable. On s'est acheté un petit édifice à bureau. OK. On n'avait pas d'hypothèque dessus. On a de l'argent en banque. Ça a pris 5 mois à avoir un petit 575 000. Ben, 572 500 parce qu'ils n'ont pas voulu aller à 575 000. Ah, Ils ouais. n'ont pas voulu 25 ans. Non, c'est 22 ans. OK. Alors, puis là, j'ai un crédit. On a un crédit triple A, 5A, comme tu veux. Oui, c'est ça. Je dis, ta situation, elle est. Regarde, je n'ai très pas bonne. besoin de cash. Là. Je l'ai. Il y a un clair, mais Baptiste. Là. C'est ça, c'est ça. Ah, ben, vous savez, il faut faire ci. Ça n'en finit plus. Ben, le système très, bancaire. Très difficile. Le système bancaire est très, très difficile. Très dur. Très dur. Et au risque de certaines personnes de perdre leurs immeubles. Mm-hmm. Et je le vois beaucoup. La majorité de nos investisseurs dans la Société de crédit Immo Québec, ce sont des investisseurs immobiliers qui ne trouvaient pas de deal. Donc, ils ont investi chez nous. Okay. Et là, ils désinvestissent, pas 100%, là, mais certains désinvestissent parce qu'ils viennent de trouver des aubaines. Ah, c'est ça. De gens plus motivés avant. Alors, ils trouvent des aubaines. Et moi-même, je suis le premier surpris parce que, écoute, je suis d'une vieille école là, où j'achetais mes immeubles 5 fois le revenu net, 6 fois le revenu net. 5 fois. Là, c'est rendu 25, 26 fois le net. Okay? À peu près. Je vais louer mes loyers 400, 350. Là, c'est loué 1800, 2000 par mois. Et là, j'en ai vendu que j'aurais jamais dû vendre. J'aurais vendu 2 fois le prix que j'ai vendu. C'est ça. Et, mais au moins, tu les as vendus avec le gain capital augmente. Faire un clin d'œil à ce qui se passe en ce moment. Vous savez, quand le gouvernement délie la bourse, la seule source de revenus du gouvernement, si vous ne le savez pas, c'est vous. Okay? C'est ça. Alors, si on vous donne quelque chose, ils vont venir le rechercher peut-être quelques années plus tard, où ils vont essayer d'aller chercher ça chez les soi-disant plus riches. Oui. Et là, on vient de nous dire qu'on va taxer davantage le gain de capital. Et on nous ajoute aussi l'impôt minimum de remplacement. Ah oui. Je ne m'embarquerai pas dans ce débat-là. Consultez vos avocats et vos comptables fiscalistes. Mais là aussi, ils vont aller chercher 10 à 15 % de plus en impôts. L'impôt de remplacement. Je vais m'informer. Pour vrai, tu m'as appris ça aujourd'hui, puis c'est sûr que je vais consulter. Il existe l'impôt minimum. Et là, ils ont rajouté l'impôt minimum de remplacement. De sorte que si tu aurais dû payer un impôt, tu ne l'as pas payé, mais là, on va le remplacer par telle chose. Oh mon Dieu. Et si on te doit de l'argent, on ne te remboursera pas cet argent-là. Tu auras 7 ans pour la récupérer. Mais si tu n'as pas besoin, bien, tu vas le perdre. Alors, ouais. Alors, c'est une incitation aux gens à ne pas vendre leurs immeubles, parce que si tu vends tes immeubles, tu vas te mettre pénalisé, fiscalement parlant, qu'il ne t'en restera pas assez. Oui, c'est ça, OK. Alors, les gens me demandent, est-ce que je dois vendre ou refinancer? Bien, je donnais toujours l'exemple, calcul, après impôt, combien est-ce qu'il te reste? Oui, c'est sûr. Et après ton refinancement, combien est-ce qu'il te reste? Alors, si tu en restes plus au refinancement, ne vendez pas. Mais là, avec ces impôts minimums-là de remplacement et l'augmentation de gain de capital, tu vas être bien mieux de les garder puis de les refinancer parce que tu vas tout donner, tu vas donner encore plus aux impôts. C'est sûr, quand tu as un gros gain capital, je comprends. Mais il y a des gens, par exemple, qui veulent, puis j'en parle souvent, il y a des gens, ils veulent sortir, mettons, de l'immobilier parce que là, bon, toi, un jour, tu es sorti, tu avais 1000 portes, à un moment donné, tu es sorti, puis aujourd'hui, tu fais d'autres choses. Puis, mais ces gens-là, ils pourraient justement se lancer. Ils veulent sortir de l'immobilier parce qu'ils ne veulent plus gérer des locataires. Ouais. Ils veulent continuer à faire du rendement. Fait que, si l'opportunité, c'est peut-être, je ne sais pas, comme, mettons, d'investir avec toi, exemple. Oui. Toi, tu donnes un certain rendement à tes investisseurs, tout ça. Ben, à date, nos investisseurs sont très satisfaits. Nous autres, on prête à 15 on remet 12 Ouais, c'est très bon.
Donc, c'est très bon. À date, il n'y a pas personne très peu de placements qui battent ça. Et le beau, c'est que c'est payé à tous les mois. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui... Parce que je le suggère beaucoup à ces gens-là, mais beaucoup de gens disent « Ah non, moi, je connais pas ça, c'est trop risqué. » Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que c'est trop risqué de faire ça? De faire du prêt hypothécaire? Mettons, d'investir avec toi, puis toi, tu donnes du 12 En fait, je leur explique que le risque est pratiquement nul parce que moi, je gère votre argent. Ouais. Donc, le portefeuille de prêt hypothécaire ne m'appartient pas. Je suis le gestionnaire, donc il vous appartient. Et l'avantage, c'est que, mettons que tu as un 100 000 puis tu veux le prêter à un seul individu, tu as 100 de ton risque sur un seul projet. OK, oui. Si tu mets le même 100 000 avec nous, tu as 40 millions de prêts, ton 100 000, immédiatement, est réparti entre les 87 projets qu'on a prêtés. C'est ça. Puis j'imagine qu'il y a une convention qui vient dire que s'il y a une perte, peut-être toi, tu vas assumer une partie avant que ce soit les investisseurs ou il y a des choses comme ça qui existent, là? Nous, on est payé juste s'il y a un prêt. Bon, OK. Donc, s'il n'y a pas de prêt, on ne fait pas de plus, on ne fait pas de profit. Donc, c'est 15 on garde 3 on remet 12 Mais s'il n'y a pas d'argent prêté, personne ne touche rien. OK. Mais les chances sont minimes que ça soit ça parce qu'il y a tellement de demandes que l'argent est toujours prêté. Notre moyenne cette année était à 11,71 de revenus aux investisseurs. Ah, c'est très bon. C'est très, très bon. Et le portefeuille appartenant aux commanditaires, oui. C'est-à-dire que si on a à reprendre des immeubles, on prête toujours dans un ratio de 80 La plupart des immeubles qu'on a prêtés ont déjà augmenté de 20 de plus. C'est ça. Donc, les chances qu'on perde sont très minimes. La seule chose qui peut arriver, c'est que le temps, on ne perçoit pas les intérêts, on ne peut pas les remettre. Donc, c'est accumulé dans le temps. Lorsqu'on reprend l'immeuble, qu'on le revend, tous les intérêts de retard sont repris et on les distribue. Donc, le pire, il n'y aurait peut-être pas 11,12 là. Il y aurait peut-être moins. Mais plus tard, ils vont avoir 14-15 parce qu'on va récupérer tout cet argent-là. Oui. OK. Bon. C'est une très belle formule. Honnêtement, c'est une très belle formule. Là. Moi, je la regarde actuellement, justement, parce que ce qu'on entend tout le temps, c'est la banque donne rien. Non, c'est sûr que la banque donne rien. C'est ça, on s'en vient avec une structure où on va pouvoir prendre les CELI, les CRI, les REER. OK. Là, on était limité aux investisseurs qualifiés, c'est-à-dire qui gagnaient un certain montant, 200 000 et plus par année, ou qui ont un avoir net de 1 million incluant l'immobilier, ou 5 millions incluant l'immobilier, ou des amis. OK. Ou des compagnies en opération, eux autres, ils peuvent investir 150 000. Alors là, avec la nouvelle formule, on va détenir un prospectus, puis on va pouvoir prendre les CELI, les CRI, les REER. Ça va ouvrir un éventail de gens. Mais le minimum qu'on prend, nous, c'est 100 000 d'investissement. OK. Oui, c'est sûr que ça, c'est... On ne veut pas gérer les 10 Non,000. non, c'est ça. J'ai généralisé un peu là, dans le type de choses que vous faites. Tout le monde est un peu comme ça. Là. Alors, le prêteur privé a son utilité. Absolument. Beaucoup d'utilité. Moi-même, le premier, j'ai toujours utilisé des prêteurs privés parce que je trouvais ça trop long. Je n'ai jamais... Je ne veux pas détruire la SCHL, mais je n'ai jamais utilisé la SCHL. OK. Dans tous les immeubles que j'ai eus, c'était toujours financement standard avec prêteur privé. Tout le temps. Parce que pour moi, les noms de la CHL, je les trouvais trop stricts. Ils sont encore plus stricts aujourd'hui. Mon Dieu. Ça n'en finit plus. C'est long aussi. Mais là, je ne veux pas dénigrer ça. Là. Non, la CHL a sa raison d'être. Puis, ça fonctionne dans le marché, là, pour vrai. C'est ça. Moi, ça ne me convenait pas. C'est ça. Ces termes-là. Moi, ça ne me convenait pas. Mais ça convient à beaucoup de monde. Puis le PH Select que j'ai critiqué fortement au début a été très utile pour sauver certaines situations. Absolument. Ben, honnêtement, si on n'avait pas ça, j'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Là. Les gens perdaient leur bloc. Ben oui, c'est ça. Puis, je dis, ça aurait fait un effet domino assez impressionnant. Là. Alors, je trouve ça très habile parce que la CHL, voyant venir la situation, ils ont dit, si on reprend les immeubles, on va assumer X montant de pertes. Fait qu'ils ont redistribué, au lieu de reprendre les immeubles, ils ont changé les critères et ils ont distribué un peu plus de prêts, un peu plus élevés. Puis les banques ont embarqué dans le système. Donc, l'argent qu'ils avaient en réserve, elle servait à combler ça, mais ils n'ont pas eu à le débourser. OK, oui, c'est ça. Je pense qu'en bout de ligne, le programme a été bon. Mais si ça n'avait pas été pour sauver des situations, moi, je qualifiais ça dès le départ de Natracnigo. Oui, je sais. Financé à 95 amorti 50 ans, tu as zéro cash flow.
Oui, c'est ça. Pas de capitalisation de ton prêt au début. Tu peux très fait que tes deux rendements sont... Tu as deux rendements sur toi qui étaient disponibles. Tu as juste la plus-value. Donc, on rentrait dans un classement spéculatif. Puis là, on est dans une époque, justement, que la plus-value, dans certains secteurs, elle a stagné à cause des taux et tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a une plus-value, j'en conviens, là, mais elle est sulflate un peu, là, ça. Oui. Mais la demande est toujours forte pour le bien immobilier parce que, écoute, ces situations économiques-là rendent l'accès à la propriété très difficile. Donc, on garde nos locataires plus longtemps. Mm-hmm. Les mauvais locataires, pour ne pas se faire expulser, deviennent des meilleurs locataires parce qu'ils n'ont pas de place à aller. Donc, pour les propriétaires actuels, c'est formidable. Mm-hmm. Pour ceux qui veulent rentrer dans le domaine, bien là, ça prend un peu plus de comptant, pour ne pas dire beaucoup plus de comptant. Bon, des fois, c'est le double. Alors, il faut des acquisitions seules sont peut-être un peu plus difficiles. Il faut se mettre en groupe. On le voit de plus en plus. Les gens, ils se réunissent. Il faut se mettre en groupe. Et n'oubliez pas, si vous êtes en groupe, faites-vous une convention d'actionnaire. Ah oui, ça, c'est important. C'est un contrat de mariage. Tu t'associes avec quelqu'un, tu te maries avec quelqu'un. Absolument. Alors, il faut que tu saches qui elle est, qui est cette personne-là, puis qu'en cas de divorce, comment ça va fonctionner. Et appliquer la convention. Sinon, ça donne quoi de faire une convention? Oui, c'est ça. Je vous dis, faites-vous une convention d'actionnaire, sinon, très, très risqué. Écoute, le temps file. Jacques, c'est vraiment... honnêtement, moi, je t'écouterais pendant des heures et des heures, là. Parce que tu as beaucoup de sagesse, tu as beaucoup de connaissances, tu as de l'expérience. C'est vraiment intéressant quand tu parles. Moi, je trouve que tu es comme une encyclopédie. Oui, bien, avec comme je vous disais tout à l'heure, 75 ans, j'ai commencé il y a 40, quelques années. Oui, c'est ça. Donc, l'expérience est là. Cette maladie d'acquisition-là, je l'ai eue moi aussi. Oui, c'est ça. J'achetais, puis j'achetais. À un moment donné, j'ai eu des problèmes, moi aussi, comme tout le monde. Je suis venu serrer. C'est ça, parce que liquidité, pas juste ça, il faut que tu sois capable d'absorber la gestion de ça. Je veux dire, tu achètes des immeubles. On a parlé tout à l'heure que c'est une entreprise au même titre qu'une autre entreprise. Donc, acquisition, stabilisation. Oui. Acquisition, stabilisation. Tu peux partir de A à Z, parce que tu vas retomber à moins A. Alors, tu prends de A, tu en vas à B, tu stabilises B, tu en vas à C, puis tu vas arriver en bout de ligne plus riche que ce qu'il faut nous faire d'une seule shot de A à Z. Absolument. L'impatience. On appelle ça de l'impatience. Tout le monde veut s'enrichir rapidement. C'est un phénomène naturel de l'être humain. Là. C'est sûr. Mais je vous le dis, par observation, par expérience, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelques cas vont passer à travers, mais la majorité devient des vendeurs motivés. Oui, c'est ça. Écoute, t'aurais-tu un conseil à donner justement dans le marché actuel ou aux gens là, qui sont dans l'immobilier? Ben, faites vos vérifications diligentes. Analysez le produit avant de l'acheter. Mais avant tout, est-ce que je suis fait pour l'immobilier? Ça, c'est une bonne. Tout le monde est fait pour l'immobilier? La réponse, c'est non. OK? Il y a des clients, vous êtes en affaires, les clients, c'est des locataires. Les locataires, ils vont vous appeler. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu t'organises en fonction de ça? Alors, moi, dans toutes mes formations, je pense souvent, je n'ai pas de commission de McDonald's, mais je dis McDonaldisez vos systèmes. Parce que McDonald's, c'est le système parfait de franchisage. Oui. Et toutes les autres franchises ont copié quelque part ce que McDonald's a fait. Alors, McDonald's, c'est le plus grand distributeur alimentaire au monde. Il vend des hamburgers, une denrée périssable. Est-ce qu'il fabrique les meilleurs hamburgers au monde? La réponse souvent, c'est non, pas nécessairement. Ouais, mais pourquoi c'est eux autres qui en vendent le plus? Ils ont les meilleurs spots immobiliers au monde. C'est vrai, hein? C'est un empire immobilier. C'est incroyable, ça. Et ils poussent l'audace. Le franchisé paye sa franchise pendant 25 ans. Après 25 ans, l'immeuble appartient au franchiseur, mais il doit le racheter. OK. OK, puis ça continue. Alors, c'est un système parfait. Et quand tu ouvres un McDonald's, qu'il soit ici, qu'il soit en Chine, qu'il soit n'importe où, un Big Mac, c'est un Big Mac. Ah oui, absolument. OK? Et optimise ton seul immeuble, ta condo, ta maison, perfectionne-le, et après ça, tu fais du copier-coller. Tu te vends des franchises à toi, mais ton système existe à la base. C'est bien plus d'ouvrage à informatiser une maison, un condo, que de le faire à la main. Oui. Mais dans le gros volume, une fois qu'il est implanté. Une fois qu'il est implanté, c'est un jeu d'enfant après ça, puis c'est parfait. C'est réplicable. 95% des gens qui partent en affaires aujourd'hui vont être fermés dans les 5 prochaines années. Et la cause principale, mauvaise gestion. Pas de système. OK? Donc, vous avez la réponse, la gestion. Si vous embarquez dans l'immobilier,
gérez, allez-y avec passion, faites-le. Il n'y a qu'une seule façon de réussir en affaires, c'est de bien faire les choses. Très belle parole. Très belle parole. Écoute, merci beaucoup de ton temps, Jacques. Ça fait plaisir. J'espère que je vous aurai transmis un peu de ma passion. Ouais. Et ça vaut la peine l'immobilier, ça vaut la peine les affaires, ça vaut la peine de travailler sur votre mental. C'est votre principal actif. Si vous n'avez pas le mental, ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite. J'en ai vu et j'en vois encore. Et même moi, je n'ai pas, je suis parfait, là, j'ai des faiblesses moi aussi. Mais je me redressis puis je retravaille mon mental à chaque fois. Je m'impose des disciplines de visualisation, de détente et de méditation. Wow, cette phrase-là est pour moi aujourd'hui. J'en avais besoin. Merci. Écoutez tout le monde, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à la partager, bien sûr, à vous abonner. Et puis, si jamais vous avez d'autres invités que vous voulez voir sur le plateau, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi. Je vais les faire venir des gens dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, des spécialistes de mindset. T'sais, il l'a dit, Jacques, là, ça prend du mindset. Pour vrai, le mindset, c'est une grosse partie, je pense. Là. Bien, c'est important. C'est très populaire des podcasts actuellement. Il y a une raison pour ça. C'est que ça aide les gens. Absolument. Alors, ce que tu fais aujourd'hui, ça aide des gens, ça aide ton public. C'est vrai. Et ça se propagande. Ouais. Ça fait une propagande, ça se dit d'un à l'autre et ça a des effets insoupçonnés. Absolument. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, là, on tourne en vidéo, puis tout ça, puis on se force à être super bien habillé, là, mais finalement, les gens, la plupart du temps, ils l'écoutent. Tu sais, ils le regardent pas. Ouais. Parce qu'ils vont faire ça, ils vont mettre ça dans leur... Ils vont à manger dans la cuisine, Ouais. Ils vont au gym, tu t'en C'est vas. accessible partout. Ben oui. Ça en est une façon de travailler son mental, d'écouter des choses positives, des bons témoignages de personnes qui ont réalisé et qui ont eu des problèmes aussi. Hein. Le succès, là, pour la plupart du monde, c'est comme un iceberg. Un iceberg, on voit juste le corps qui sort de l'eau. C'est pour ça que j'ai un iceberg, moi. C'est parce que C'est ça. sur mon chose. Mais jamais on voit ce qu'il y a en dessous de l'eau. En dessous Exact. de l'eau, c'est la persévérance, c'est le travail, le risque, la sueur, la peur, la crainte. Et on voit juste ce qu'il y a au début, le succès, puis tout est correct, des belles voitures, des belles autos. Alors la réalité est sous l'eau. Wow. On termine avec ça, tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Puis au plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Jacques.